Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Je suis très heureux d'accueillir Claire Gomard. Claire, tu es investisseur en private equity et tu es aussi la cofondatrice de Care Capital. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup Laurent de ton accueil. Pourquoi as-tu créé Care Capital ? Merci pour cette question. Effectivement, moi je suis investisseur en private equity et j'ai décidé de lancer Care Capital, une société d'investissement indépendante qui vise à développer le capital humain des sociétés PME ETI en partant d'un premier constat. Le premier constat, c'est qui se lève tous les matins, qui investit son temps, son énergie au développement de l'entreprise. Eh bien, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont le premier actif de l'entreprise. Et sans leur engagement, l'entreprise ne vaut finalement rien. Donc, ces hommes et ces femmes, finalement, il faut regarder leur bien-être. Et aujourd'hui, il apparaît qu'ils ne sont pas totalement satisfaits des conditions de travail. Tu as peut-être quelques chiffres à l'appui pour nous aider à y voir plus clair ? Effectivement, donc, nous avons étudié un certain nombre d'études, d'analyses. J'ai quelques chiffres à vous communiquer, notamment un chiffre d'ADP qui dit qu'aujourd'hui, vous avez 16% des employés qui sont pleinement engagés dans l'entreprise. Donc c'est une étude qui a été faite sur 19 pays, 19 000 employés, et qui dit que finalement un employé qui est compétent, même si les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, ne va pas pleinement s'impliquer dans ses fonctions. Et donc aujourd'hui, c'est 40% des employés qui se comporteraient comme des touristes. Ça, c'est deux chiffres intéressants. Vous en avez un autre d'Indeed qui dit qu'aujourd'hui, 52% de la population active est proche du burn-out. C'est 9 points de plus post-Covid. Donc ce chiffre est aussi à vraiment prendre en considération. Et le dernier, c'est un chiffre aussi qui fait peur, c'est un chiffre de Elab qui dit que 60% des employés aujourd'hui souhaiteraient quitter leur entreprise, changer de poste ou de secteur d'activité. C'est des chiffres sur lesquels il faudrait passer un petit peu de temps. Ce que je veux dire, c'est que l'insatisfaction aujourd'hui des employés nuit en fait au développement de l'entreprise et à ses relations avec les clients. Et selon nous, le plein succès, en tout cas, d'une entreprise, elle est très très lié à la satisfaction des employés au travail. Et alors, en quoi Care Capital, que tu as créé, va être différent des autres sociétés de gestion ? Eh bien, les sociétés de gestion aujourd'hui, en fait, axent leur développement sur 5 leviers de création de valeur pour les PME en portefeuille. Le premier, avant tout, effectivement, la croissance, donc la top line, la croissance organique ou externe. Le deuxième, c'est la marge, améliorer la marge. Le troisième, c'est tout ce qui est autour de la gestion du BFR. Et puis, vous avez également la structuration du deal, la part de dette d'equity que vous mettez au travail et l'arbitrage de multiples entre l'entrée et la sortie. Effectivement, tout ça est très financier. En plus, les investisseurs en private equity suivent presque uniquement que des KPI financiers pour s'assurer de la bonne santé de l'entreprise. Et la GRH, donc la gestion des ressources humaines, elle est souvent vue, excusez-moi du mot, mais comme une emmerde, ce qui fait qu'on voit le poste de DRH plutôt comme un poste fourre-tout, vous voyez, où vous y mettez les choses difficiles à gérer. Et donc, on a décidé avec mon associé Philippe Franchet de créer une société de gestion dont le levier humain est le levier premier de création de valeur pour les entreprises. Et donc, en fait, c'est avant tout souhaiter impacter sur l'environnement de travail des collaborateurs en leur permettant un plein épanouissement. Vous voyez, ce mot est très important. Et finalement, une pleine implication dans l'entreprise. Mais cela requiert vraiment de la méthode. Oui, justement, parlant de méthode, vous venez de la finance, on parle de sujets RH. Le monde des RH est très différent de celui de la finance. Comment vous avez développé ces connaissances ? Ça requiert de l'expérience, ça requiert des connaissances. Comment vous y êtes-vous pris ? Donc effectivement, nous venons de l'univers de la finance et donc n'avons pas forcément de connaissances spécifiques sur la RH. Et donc nous avons passé l'année 2022 à rencontrer des acteurs comme vous, Choose My Company, et merci de votre accueil à plusieurs reprises d'ailleurs, et votre accueil chaleureux. Donc c'est 300 experts que nous avons rencontrés en 2022, donc chacun qui sont soit des consultants, des universitaires, des dirigeants que l'on dit inclusifs, avec des preuves de réussite, un rôle modèle sur certains aspects, chacun avec sa spécialité. C'est vrai que cet univers est très large, donc ça va du coaching, mentoring, aux bonnes pratiques pour réduire les biais cognitifs, finalement à quelques outils développés pour
développer la diversité, alors que ce soit de genre, d'âge, de milieu socioculturel ou d'expérience dans l'entreprise. Et donc ces professionnels nous accompagnent sur l'analyse de la performance sociale des entreprises et dans l'écriture et l'exécution du business plan qui sera agréé avec le dirigeant. Donc le BP RH et DEI, DEI pour Diversity, Equity and Inclusion. Donc nous agrégeons toutes ces compétences qui sont à disposition des dirigeants et des collaborateurs. Et donc cette méthodologie ne s'impose pas aux dirigeants, en fait. Elle s'adapte à leur volonté et aussi à leur niveau de performance sociale lors de la discussion. Et quel est le bénéfice pour les dirigeants des entreprises et aussi pour les investisseurs de Care Capital d'imposer un autre business plan que le BP financier habituel? Pour répondre à cette question, donc déjà au niveau des dirigeants, la problématique principale de la direction d'une entreprise, c'est l'engagement des collaborateurs aujourd'hui dans le projet de l'entreprise. Et vous voyez que le taux de turnover n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment et que nous entrons dans une économie de plein emploi. Donc nous sommes dans une période ultra turbulente, peu lisible, avec beaucoup d'incertitudes sur les relations géopolitiques et du coup l'impact sur les prix et les prix des matières premières et de l'énergie. Et donc c'est vrai que savoir que ces collaborateurs sont là, quoi qu'il arrive, et qu'ils sont prêts à affronter le pire, apporte vraiment un soulagement à l'équipe de direction. Donc ça, c'est savoir se battre en équipe, c'est vivre l'intensité du collectif. Ça permet de développer un vrai sentiment de confiance, alors que ce soit surtout de la direction envers ses collaborateurs, mais vice-versa, le fait de partager ses difficultés. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est pouvoir apporter des outils concrets, efficaces, qui permettent de mesurer les avancées en matière de performance sociale, permettant de transformer cette culture d'entreprise. C'est vraiment pour moi le besoin numéro 1 du dirigeant et ça passe par de la mesure de KPI, RH et DEI. Et pour finir, concernant les investisseurs, en fait, il est vraiment prouvé aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, c'est votre business model, que la performance sociale bénéficie à la performance financière. Il y a une vraie causalité entre l'amélioration de cette performance sociale et l'amélioration de la performance économique et opérationnelle de l'entreprise. Vous avez quelques chiffres justement sur ce sujet? Parce qu'en général, les RH, c'est un peu vu comme un centre de coût déjà, et puis aussi une variable d'ajustement des fonds pour atteindre un EBITDA qui serait budgété. Oui, alors quelques chiffres. Alors un premier chiffre, donc c'est celui de Sodexo, qui est une étude empirique, qui dit que quand vous augmentez par exemple la diversité, notamment la part des femmes au COMEX d'au moins 30% en représentation, eh bien vous augmentez de 8 points le taux de rétention des collaborateurs et le taux de rétention des clients. Donc ça c'est quand même conséquent, ça a été fait sur 5 ans. Vous avez une autre étude de McKinsey qui dit que si vous augmentez la diversité de 10 points, vous augmentez l'EBIT, le taux d'EBIT de 2 points, ce qui est conséquent également. J'ai aussi envie de citer une étude de Gallup qui dit que l'écart de rentabilité entre une entreprise dont les autres collaborateurs sont engagés et les autres sociétés est de 21 points, ce qui est colossal. Voilà, donc c'est des chiffres sur lesquels nous appuyons pour notre thèse d'investissement. Moi, je peux juste vous dire que dans les entreprises qui ont le label Happy at Work, il y a 6 fois plus de croissance que dans les autres entreprises, en tout cas en France, pour compléter ces chiffres-là. Concrètement, à Care Capital, comment toi tu t'y es pris pour travailler sur le capital humain et comment vas-tu t'y prendre? C'est intéressant. Donc, nous avons réfléchi pendant 1 an à la méthodologie. Donc, effectivement, au début, c'est pouvoir mettre en œuvre 3 actions par PME. La première, c'est un état des lieux. Donc, c'est un état des lieux de la performance sociale. Effectivement, avec des prestataires externes, comme par exemple Choose My Company. La deuxième action, c'est bâtir ensemble un business plan RH et DEI en fonction de cet état des lieux. Et donc qui nécessite des moyens pour mettre en place des actions qui sont simples et efficaces afin d'atteindre certains objectifs chiffrés. Et troisièmement, c'est la mise à disposition d'un écosystème à travers des clubs qui regroupent ces dirigeants. Donc ça, c'est l'action Care Capital. Par ailleurs, donc, cette méthodologie que nous avons construite comprend 9 volets sur différents aspects de la RH. Je peux peut-être situer 4 exemples. Le sujet de la performance du manager. Qu'est-ce qu'un manager performant pour vous? C'est un sujet, c'est un vaste débat. Effectivement, la gestion du personnel s'apprend.
On ne naît pas manager, on l'apprend. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de se donner les moyens en offrant des formations aux managers des futures sociétés en portefeuille, et par ailleurs en imposant une évaluation 360 de l'impact de cette formation. Deuxième exemple, c'est peut-être le travail sur l'égalité du traitement des salaires. Ça, c'est important entre même niveau de hiérarchie, même implication, même performance. Et donc, ça nécessite d'homogénéiser les salaires, finalement, qui est une opération assez simple, chirurgicale, de début de vie d'un deal. Puisqu'aujourd'hui, on est certain que les employés peuvent s'engager entre 0 et plein d'engagement, voilà, en fonction de leur perception de l'égalité salariale et de l'égalité des chances au sein de l'entreprise. Troisième, peut-être, exemple, c'est sur le sujet de l'inclusion. Voilà, qu'est-ce qu'une entreprise inclusive, hein? On voit beaucoup ce terme aujourd'hui dans les journaux. Être inclusif, c'est finalement permettre à chacun d'être sa vraie personne au travail. C'est voilà, pouvoir s'exprimer, partager son opinion, même s'il est différent de la majorité des collaborateurs. Et ça permet à chacun de donner le meilleur de soi-même. Donc c'est un sujet très important chez nous, promouvoir la diversité. Et puis enfin, c'est la culture du talent. Un talent, c'est pas simplement le top 50 d'un grand groupe. Un talent, c'est une personne. Et une personne, ça va du réceptionniste au baby CEO. Donc, on a pour ambition de créer des programmes personnalisés de développement de carrière pour toutes les personnes des entreprises dans lesquelles nous investirons. Voilà, à travers des programmes de coaching, de mentoring pour supprimer ces croyances limitantes. Et voilà, donc on a hâte. Et puis, je crois que vous avez été, enfin, c'est pas je crois, puisqu'on a participé, mais à l'initiative du manifesto du dirigeant inclusif. Est-ce que peut-être tu veux nous dire un mot sur ce qu'est un dirigeant inclusif au sens de Care Capital ? Oui, donc j'en ai un petit peu parlé du dirigeant inclusif, mais ce qu'on a fait à travers ce manifesto, c'est un travail collectif avec 40 dirigeants. D'ailleurs, merci Laurent et merci Achous pour votre implication. Vous avez été une vraie pierre à l'édifice. Donc, on est parti donc d'un constat triple. Le premier, c'est que chaque entreprise a ses propres indicateurs clés de performance RH et DEI. D'ailleurs, si elle en a. Et c'est un vrai, du coup, capharnaüm. Le deuxième constat, c'est que ces indicateurs sont souvent très difficiles à calculer et à suivre. Les formules de calcul varient d'un DRH à un autre. Et d'ailleurs, souvent, le DAF ne veut même pas se mettre dans ses fichiers Excel ou dans ses retours d'analyse. Et enfin, troisièmement, l'entreprise, finalement, corrige ou met en action dans un moment compliqué afin d'éteindre un feu. Donc, je vais donner un exemple, parce que ça sera plus parlant. C'est, par exemple, donnons une entreprise qui subit une énorme vague de départ, en fait, d'un département d'entreprise, et donc qui doit rapidement embaucher pour remplacer ces postes. Donc, se pose la question pour le dirigeant de l'entreprise de savoir d'où vient ce problème. Donc le problème peut venir soit finalement du produit ou du service de l'entreprise qui ne répond plus aux besoins de ses collaborateurs, hein, qui pensent qu'au lieu de produire des produits chimiques, on va pouvoir préférer marketer des produits à base d'ingrédients bio. Ça peut être un sujet. Deuxième sujet, ça peut être la responsabilité du responsable marketing, finalement, qui n'implique pas assez ses collaborateurs des jeunes générations dans les décisions, ou en tout cas qui ne les informe pas de la vision et mal des moyens à disposition, ou ça peut être un problème d'équité. Donc l'équité, c'est est-ce que ces principes à travail égal, salaire égal est adopté, ou est-ce que la promotion interne est juste. Donc c'est trois sujets qui sont vraiment à étudier. Et d'après nous, ce cas de figure est à éviter. Et finalement, l'éviter, c'est mettre en place, structurer un vrai tableau de bord de suivi de la performance sociale de l'entreprise. Donc, qui soit benchmarkable d'une entreprise à l'autre, d'une année à l'autre, et qui se fixe des objectifs quantitatifs. Voilà. Et avec ces objectifs quantitatifs qui lient à des actions simples et efficaces. D'ailleurs, je crois que vous conseillez à travers vos analyses. Donc, adhérer au manifesto, finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est, d'une part, choisir 3 parmi 10 KPI du manifesto,
nous pensons qu'il n'est pas utile de suivre une batterie d'indicateurs et de seulement en choisir quelques-uns pertinents. Deuxièmement, c'est suivre dans la durée ces évolutions, parce que c'est en s'engageant sur la durée que l'on fait perdurer une action. Et troisièmement, c'est rejoindre un espace d'échange entre dirigeants, puisque le manifesto offre un espace d'échange pour partager ses pratiques, ses difficultés, à les mettre en œuvre. Vous avez beaucoup d'entreprises qui rejoignent ce manifesto du dirigeant inclusif et félicitations pour cette démarche à laquelle Choose My Company souscrit totalement. Quels sont justement ces KPI que le dirigeant peut suivre à l'intérieur de ce manifesto? Donc ces KPI sont la résultante d'un travail d'une année de 40 dirigeants d'entreprise, dont toi-même, et finalement à adapter en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de sa performance sociale actuelle et des besoins des collaborateurs. Donc sur ces 10 KPI, on a par exemple le pourcentage des femmes managers, parce que ce qui compte finalement c'est la féminisation des postes N-2, N-3, voilà, d'avoir un pool de femmes conséquent. Ensuite nous avons l'indicateur diversité, donc, qui est assez explicatif, qui questionne en fait l'entreprise sur la capacité à attirer des talents qui sont minoritaires dans l'entreprise. Ensuite, vous avez l'indicateur à travail égal, salaire égal, l'indicateur égalité des chances, l'indicateur longévité, qui est plus joli que parler de turnover, et qui en fait se questionne sur la fidélisation des salariés les plus contributifs à l'entreprise. Vous avez aussi l'indicateur assez innovant de liberté de parole. Finalement, est-ce que, à l'issue des sondages que vous aurez fait dans l'entreprise, vous vous rendez compte que chacun est capable de s'exprimer, d'exprimer ses opinions? Est-ce que l'entreprise a pris en compte les insatisfactions? Et est-ce que chacun se sent vraiment écouté? Ça, c'est un KPI très important. Vous avez aussi l'indicateur culture du talent, l'indicateur confiance, puisqu'il est prouvé qu'en augmentant la confiance, vous augmentez le return on asset de 8 points, ce qui est colossal. Donc il faut sonder les collaborateurs assez fréquemment. Bien sûr, le bien-être au travail, l'engagement. Et puis le 11e qui est obligatoire, c'est l'auto-évaluation de la direction. Voilà, donc l'auto-évaluation permet d'éviter le social washing. C'est finalement de faire un point à la fin de l'année en se disant est-ce que j'ai respecté finalement ce que j'ai dit, est-ce que j'ai respecté le principe d'équité, sans biais ou préjugés cette année, est-ce que j'ai vraiment fait un effort de recherche de profils différents pour les postes vacants. Et donc ça c'est un moment pour le dirigeant lui-même. On est très satisfait de voir les premiers signataires qui sont des grands groupes, comme vous avez General Electric Healthcare, Medtronic, KPMG, SAP et un certain nombre d'ETI comme par exemple VO2, de PME comme Chance ou Choose. Et puis donc notre objectif c'est d'atteindre 100 signataires, voilà, pour pouvoir avoir cet effet écosystème et entraide entre dirigeants. Bon, en tout cas, nous on est à fond derrière cette initiative. Elle est parfaitement alignée aussi avec le projet de Choose My Company, que de donner la parole aux parties prenantes et à faire avancer ces sujets de performance extra-financière. Claire, merci beaucoup pour ta présence. Est-ce que tu souhaites peut-être ajouter un dernier mot avant qu'on se quitte? Oui, avec plaisir. Moi, ce que je voulais dire, c'est bienvenue à tous les dirigeants qui souhaitent nous rejoindre et signer ce manifesto du dirigeant inclusif qui, finalement, est un laboratoire de bonnes pratiques. Ensuite, ce que je voulais aussi dire, c'est que l'entreprise de demain sera nécessairement équitable ou elle ne sera plus. Ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et puis, je pense aussi que l'entreprise ne sera plus un multiple de son chiffre d'affaires ou de son EBITDA, mais réellement un multiple de son taux de confiance. Voilà, le confiance des collaborateurs accordés aux managers. Et donc, suivre les KPI RH, pour moi, n'est vraiment plus une option. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, CARE offre aussi donc un espace pour se retrouver. Dans 2 semaines, nous serons à Nice et animerons le 51e club. Au total, c'est 800 dirigeants qui nous ont fait confiance ces 3 dernières années, donc qui ont lieu dans les territoires en France et puis aussi dans les grandes villes internationales. Et puis enfin, annoncer que donc CARE Capital, son objet premier, c'est de financer des projets de développement et de transmission avec des
des montants de 10 à 50 millions d'euros par projet, voilà, pour des PME qui font au moins 10 millions de chiffre d'affaires et qui sont rentables. Voilà, donc un point particulier, c'est que nous sommes effectivement généralistes et nous visons le financement des PME dirigées par des femmes, puisque aujourd'hui elles ne représentent que 3% des opérations de private equity. Donc c'est vraiment trop peu et on souhaite faire progresser ce chiffre. Merci mille fois pour tous ces engagements et de faire avancer ces sujets qui nous tiennent aussi beaucoup à cœur. Merci mille fois Claire et Merci, à bientôt. Laurent. Merci. Au revoir à toutes et à tous.